Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire ce matin ou cet après-midi selon où vous vous situez. Bien entendu, nous sommes très heureux de pouvoir vous offrir cette panoplie de sujets qui touchent de la gestion de projet à la passation des marchés, à la gestion budgétaire et financière et ainsi de suite tout au long des derniers mois et encore pour les semaines à venir. Bien entendu, notre souhait le plus cher est d'avoir l'occasion de vous accueillir prochainement dans l'un de nos centres de formation. Alors, pour connaître la mise à jour des prochaines formations à venir, nous vous invitons à visiter notre site web à l'adresse www.cetim.com et en visitant notre site, vous pouvez aller simplement sous l'onglet formation et vous avez la possibilité de naviguer à travers l'horaire des prochaines formations à venir. Donc, vous pouvez regarder le programme soit par thématique d'intérêt, qu'il s'agisse des accréditations professionnelles, du développement durable, de la gestion de projet, management des organisations ou encore de la passation de marché, ou simplement les filtrer par lieu d'intérêt, donc que ce soit dans nos centres régionaux de Dakar, Dubaï, Istanbul ou Marrakech, ou venir nous visiter ici, même à Montréal, où est situé notre siège social. Alors, simplement aller sur le site Internet www.cetim.com où vous pouvez consulter l'horaire, de même que vous pouvez regarder l'horaire des prochains webinaires, tout comme réécouter la plupart des webinaires qui ont eu lieu. Le webinaire d'aujourd'hui concerne la prise de décision et on va donc avoir Harald et Muriel qui vont nous entretenir des outils qui sont à notre disposition pour une bonne prise de décision au niveau des échéanciers et des budgets. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Muriel et Harald pour ce petit échange. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Muriel, j'espère que tout va bien. Oui, bonjour Harald. Oui, ça va très, très bien, toi aussi? Oui. Écoute, je sais que tu reviens de la RDC, donc j'espère que tu n'es pas trop fatigué. Donc, on verra. OK, laissez-moi, donc, bienvenue tout le monde, encore une fois. Laissez-moi donc présenter tout de suite notre petit discours qu'on a préparé. J'espère que vous le voyez bien. Et Muriel, pourquoi tu ne commences pas? Ça va? Merci. Alors, effectivement, comme Jean-Michel le mentionnait, puis Harald, on est très heureux que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va discuter de certains défis auxquels on est tous confrontés en matière de planification et de budgétisation des projets. Et plus précisément, de quelle façon on va pouvoir améliorer la précision de nos estimations. Alors, même si le succès ou l'échec d'un projet n'est pas exclusivement défini par la maîtrise de la portée, du calendrier, du budget, ces critères sont souvent utilisés pour évaluer notre performance en tant que gestionnaire de projet. Donc, il y a de nombreuses raisons qui permettent d'expliquer pourquoi on n'atteint pas nos prévisions et plusieurs sont hors du contrôle du gestionnaire de projet, malheureusement. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, il y en a plusieurs qui sont parfaitement gérables. Donc, on espère que ce séminaire va vous permettre de prendre conscience de certaines des faiblesses qui impactent les résultats constatés sur les échéanciers et les budgets. Ensemble, on va discuter de bonnes pratiques et on va identifier des solutions qui pourraient nous permettre de remédier ou de corriger la situation. Donc, tout au long du séminaire, vous êtes invités à intervenir. Alors, sentez-vous très, très à l'aise de poser vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez le faire en utilisant le chat. Vous n'avez pas besoin d'attendre une invitation pour poser vos questions. Alors, regardons ensemble le plan du webinaire. Donc, premièrement, on va introduire le sujet et on va discuter aussi de ce qu'est, selon vous, une bonne estimation et une estimation prudente, et on va faire la différence entre les deux. On va aussi regarder 4 différents problèmes d'estimation. On espère pouvoir échanger par rapport à nos expériences, nos trucs, nos astuces, et en particulier vous permettre de nous faire part de certaines de vos idées à cet égard. Et puis, finalement, nous ferons la synthèse et la conclusion du webinaire.
Alors, allons-y, on va partir avec certains faits. Donc, 43 des entreprises réalisent principalement ou toujours des projets dans les limites du budget. Seulement 43 et seulement 29 des projets sont, pour la plupart, ou toujours terminés à temps. Donc, ce qui nous donne quand même un grand écart là, au niveau de la réussite. Il y a beaucoup de projets qui ne permettent pas de rencontrer les échéanciers et les budgets. Mais ces projets-là ne se sont pas mis à dérailler en une seule journée. S'éloigner de plus en plus de nos estimations est quelque chose qui arrive un jour à la fois et $1 à la fois. Donc, avant d'explorer les raisons pour lesquelles nos résultats sont généralement erronés par rapport à nos estimations, commençons d'abord par discuter de la raison pour laquelle nous avons besoin d'estimations. Pour moi, les estimations sont nécessaires pour prendre des décisions en présence d'incertitudes. C'est un principe fondamental pour faire des choses en présence d'incertitudes, faire des choix, des bons choix en présence d'incertitudes. Étant donné que tout le travail de projet est basé sur l'incertitude, parce que même quand on a une chaîne de production, il y a toujours des incertitudes. On va devoir estimer l'impact des décisions avant de faire un choix. Donc, moi, j'aime à penser que les estimations sont utiles dans la gestion de projet parce qu'elles nous aident à contrôler une partie de l'incertitude autour du projet et à mieux comprendre quels sont les potentiels, les délais, les probabilités de succès. Ces estimations vont aussi nous permettre d'anticiper les performances futures auxquelles nous pouvons nous attendre une fois que le projet va être livré. Donc, si on veut comprendre quelque chose sur l'avenir pour éclairer notre prise de décision, on va devoir estimer d'une certaine manière quels seront les résultats possibles que nous verrons à l'avenir et ce qui se passe si nous choisissons un de ces résultats par rapport à un autre. S'il y a une chose qui s'est vérifiée dans tous les projets auxquels moi j'ai contribué et dans tous les rôles que j'ai occupés, quelle que soit la méthodologie du projet, la taille du projet, la composition de l'équipe, même sur les projets les plus réussis, l'estimation, c'est toujours une source de tension et de stress. Mais ça reste un mal nécessaire. À un moment donné, au cours de chaque projet, quelqu'un va avoir l'impression qu'on a des mauvaises estimations et quelqu'un d'autre va se sentir mal à l'aise avec ce qu'on lui demande d'estimer. Oui, même les projets super réussis. Mais c'est quoi vraiment une bonne estimation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Harald, tu aurais une idée? Mais j'ai plusieurs idées. C'est curieux. Une bonne estimation, bien sûr, est une estimation qui concorde avec la vraie dépense ou avec la vraie durée d'un projet. Mais une bonne estimation pour moi est aussi quelque chose qui me donne une certaine sécurité de ne pas être blâmé. Donc, il y a certainement un aspect de précision là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de psychologie là-dedans, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui. Une bonne estimation, on peut dire aussi que c'est développé en fonction de notre expérience ou l'expérience de quelqu'un d'autre. On prend en considération l'expérience des autres quand on veut faire cette estimation-là, n'est-ce pas? Absolument. Et vous voyez, je veux seulement vous demander de faire attention à la citation en haut. La prédiction est difficile, surtout si elle concerne l'avenir. Bien sûr, on ne peut jamais prévoir l'avenir, mais il y a quand même beaucoup d'indices que le futur va se comporter un peu comme le passé, s'il n'y a pas de COVID ou des autres grandes surprises, n'est-ce pas? Donc, je pense, même si le passé n'est pas un prédicteur du futur, c'est quand même un bon outil pour se sourcer pour le futur. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une définition, une bonne estimation? On dit aussi impartial. Donc, c'est
une bonne estimation, ça serait une estimation qui est impartiale. Oui, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Hein? Ouais. Qu'est-ce que ça serait une estimation prudente? Ça, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Ben, prudence, ça fait référence au risque, dans le fond. Donc, peut-être qu'on pourrait penser qu'une estimation prudente, c'est une estimation qui prend en considération le risque, les contraintes de l'environnement, certains facteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais le problème avec la prudence, c'est toujours que je suis prudent, mais je prive peut-être quelqu'un d'autre d'une ressource par mon prudence, non? Oui, bien, surtout si tu fais une prudence, là, tu veux ramasser toute la réserve pour toi. Oui, c'est ça. Mais je pense que tout le monde devrait avoir une certaine imprévu dans ces aspects et, comme tu dis, bien, dépendant du risque. Donc, cette idée d'ajouter 5% à ton budget ou peut-être 5% à ton échéancier, c'est peut-être pas une bonne approche. Ça devrait être une approche basée sur les risques, plutôt, non? Oui, puis 5 est-ce que c'est vraiment 5 ou on ajoute 20-25 Donc, c'est quoi cette réserve-là qu'on met? Je pense que ça va dépendre de différents facteurs. Donc, ça aussi, il ne faut pas qu'il y ait un automatisme de dire la réserve est toujours de tel montant ou tel montant en pourcentage. Je pense qu'il faut vraiment évaluer. Donc, parfois, quand on est trop prudent, ben nous, on se protège, mais comme tu dis, je suis d'accord avec toi, tu sais, ça fait qu'on a, on s'accapare les fonds disponibles, puis on prive quelqu'un d'autre de faire aussi ses projets. Donc, tu sais, je pense qu'il y a façon de gérer cette réserve, que ce soit du temps ou de l'argent, dans le fond, ça peut être aussi une réserve exagérée en termes de temps dans nos échéanciers. Par exemple, on est beaucoup trop, on rajoute trop de tampons, si on veut, là, autour de nous estimer, parce qu'on a peur d'être en retard, donc on va se rajouter trop de temps. Donc ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour adresser ça tantôt. D'un autre côté, là, on vient de parler des bonnes estimations, des estimations prudentes. Mais souvent, on a tendance à être optimiste aussi. Donc, on peut changer peut-être la diapositive pour regarder les problèmes. Donc, problème numéro 1, il n'y a pas que les gestionnaires qui aiment les gens optimistes. Donc, on est tous un peu programmés à être optimistes d'une certaine façon, mais on pense, en tout cas moi, j'ai tendance à avoir souvent des lunettes roses, des lentilles roses. Je me dis qu'on va faire les efforts nécessaires, que tout va bien aller. Mais par contre, souvent, ça nous emmène aussi à estimer en fonction d'un seul chiffre, alors que souvent, on devrait considérer plus fournir une estimation basée sur une fourchette, donc un minimum, un maximum, et on dit, bon, notre prévision ou la réalité va se situer entre ces deux chiffres-là. Donc, souvent, au niveau de la planification, on va mettre un seul chiffre parce qu'on veut avoir l'air très précis, très en contrôle. Et souvent, on voit qu'en fait, c'est le contraire qui se passe. Et souvent, en même temps, dans cette même problématique-là, on va se fier plus à notre instinct que de regarder l'information ou de parler avec des gens qui ont déjà fait des projets similaires et donc qui nous permettrait justement d'avoir peut-être une meilleure appréciation des problématiques qui sont attendues ou qui peuvent être présentes dans notre projet. Et donc, c'est ça, on souffre d'optimisme aigu, si on veut. Et ça, ce n'est pas nécessairement une bonne chose non plus, j'espère. Je trouve ça vraiment important ce que tu dis parce que
souvent, on se sent obligé, même si, comme on parle, niveau d'incertitude au début d'un projet encore très grand, de donner une valeur. Donc, cette idée de fourchette, et on parle parfois aussi une trompette de budgétisation parce que ça commence large et ça se raffine. C'est évident, la fourchette devrait dépendre du risque perçu et de l'incertitude perçue. Oui, tout à fait. Mais il y a des autres problèmes, n'est-ce pas? Ah oui, il y a d'autres problèmes, c'est sûr. On a aussi souvent problème avec les chiffres, les pourcentages. Donc, on a, par exemple, ce petit exemple que tu peux présenter. Donc, dans notre région, voici un petit scénario. Dans votre région, une maladie devrait tuer ce qu'on estime 600 personnes. Si le programme A est adopté, il va y avoir 200 personnes qui vont être sauvées. Et si le programme B est adopté, il y a 1/3 de probabilité que tout le monde va être sauvé et 2/3 de probabilité que personne ne soit sauvé. Donc, toi, Harald, je sais que tu connais la réponse, mais instinctivement, là, la première fois que tu as lu ce problème-là, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as tout à fait raison. Maintenant, vient sur mon côté mathématique. Les deux situations sont égales. Si on sauve 200 personnes de 600 personnes, on sauve 1/3. Mais même en sachant, j'ai préférence pour le numéro 1. Parce que c'est formulé plus positif, n'est-ce pas? Exactement. Donc, oui. Et ça montre un peu, je pense que on utilise souvent la mathématique comme une preuve, mais les humains ne sont pas des calculatrices dans la tête. Et dans le passé, on pouvait calculer dans la tête. Maintenant, on calcule avec un téléphone. Son téléphone, on est capable de rien faire. Oui, et ça me guide aussi tout de suite à des autres problèmes que je veux élaborer avec vous. Et vous avez déjà remarqué, je suis un peu plus mathématiquement, j'ai une inclinaison plus mathématique. Et pour cela, Muriel et moi, on est un super team. On travaille depuis des années ensemble et notre combinaison, souvent, c'est un mélange entre mathématiques, expérience et beaucoup d'histoire qui donne normalement de bons résultats. Mais maintenant, accepter un peu que mes présentations mathématiques, donc, on parle beaucoup d'incertitude, on a déjà dit, tout devrait dépendre de l'incertitude avec qui nous sommes confrontés. Et normalement, mathématicien représente l'incertitude avec une distribution. Donc, vous voyez ici une distribution, vous vous rappelez certainement de votre école, même si vous n'avez pas fait de mathématiques entre-temps. Donc, l'incertitude, c'est la variation autour d'une valeur et souvent une valeur prépondérante. Et mon exemple banal est toujours, on n'arrive pas toujours au même moment de la maison au bureau. Ça prend parfois 30 minutes, parfois 35, parfois 28, etc. Donc, en réalité, tout a une variation. Tout a des écarts, peut-être petits, peut-être grands. Et certainement, si nous attendons des écarts plus grands, l'incertitude est plus grande. Et je veux seulement vous rappeler un peu les 3M. Dans la mathématique, on parle de la valeur centrale. Et la valeur centrale peut être exprimée de 3 différentes manières. Vous vous souvenez possiblement, le mode, c'est la valeur la plus fréquente observée. Donc, ça, c'est la valeur que vous tombe dans la tête parce que ça, c'est la valeur que c'est plus répété le plus souvent. Donc, c'est la mode, mais il y a aussi la médiane. Et la médiane, c'est pas une distribution de 50% à 50%. Donc, c'est vraiment le point central où on peut 50% au-delà et 50% au-dessous.
Mais on a aussi la moyenne. Et la moyenne, c'est comme une norme. C'est avec une distribution égale, ça serait la valeur que chaque personne ou chaque unité reçoit. Et la erreur des observations est le plus petit dans la moyenne. Maintenant, regardons les trois valeurs. Pour la médiane, vous avez besoin d'une calculatrice, n'est-ce pas? Pour la moyenne, bon, si vous avez plusieurs observations, c'est possiblement, vous avez besoin d'une calculatrice. Donc, en réalité, on utilise souvent le mot moyenne, mais on veut dire mode. La valeur duquel je me rappelle le plus souvent, c'est la mode, mais on dit souvent moyenne. Et vous voyez ici, dans cette distribution, heureusement, les trois valeurs tombent au centre. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que on parle d'une distribution symétrique. Je veux seulement introduire maintenant l'autre problème, notre troisième problème qu'on voit, et on appelait ça bienvenue Parkinson. Et ce Parkinson n'est pas la personne qui a découvert la maladie, mais c'était une personne qui a observé. C'est peut-être même pas une loi, c'est peut-être une règle de Parkinson, que le travail s'éteint au moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même si vous me donnez 5 jours d'échéance, et même si je peux terminer dans 3 journées, je vais terminer ou je vais soumettre le travail la 5e journée. Je pense que chacun connaît cet effet. Donc, même si on termine, on attend et on fait une autre chose et on soumet à la date demandée. Et pourquoi c'est comme ça? Si je soumettrais mon travail après 3 jours, mon patron, la prochaine fois, va me demander, fais-le dans 3 jours. Et je ne suis pas certaine que je peux le faire, n'est-ce pas? Mais aussi, il y a la loi de Parkinson a un autre effet et il est souvent plus désagréable. Les gens savent qu'ils peuvent faire un travail dans 3 jours. Donc, ils commencent dans le 3e jour parce qu'ils disent, bon, 3 plus 3, ça 5 jours. Donc, dans la 5e journée, je peux le soumettre. Et dans ce moment, si un problème arrive, il vient en retard. Mon garagiste fait ça toujours avec moi, d'ailleurs. J'ai l'impression. Bon, continuons. Donc, on parle, qu'est-ce qu'une estimation prudente? Et une estimation prudente est quelque chose au-delà de la mode, n'est-ce pas? La mode, disons, la valeur la plus fréquemment observée, plus une réserve. Et demandons-nous, quelle est cette réserve? Et pour beaucoup de monde, une réserve, c'est une estimation prudente, c'est 80% de certitude. Ça, c'est énorme. Donc, je veux être certain de 80% que je réussis de faire le travail dans le temps. Mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez la ligne verte. Ça veut dire que souvent, les gens terminent beaucoup plus tôt. Beaucoup, très souvent. Plus que 50% du temps, ils terminent avant, mais ils ne vont pas soumettre le travail. Cela a certaines conséquences pour un patron, n'est-ce pas? Soyez, poussez les gens, on n'accepte pas des estimations trop prudentes. Poussez vos gens d'accepter une livraison plus rapide. Et aussi, souvent, une deuxième conclusion est souvent communiquer avec les gens pour détecter quand le travail est vraiment fini, parce que souvent, eux, ils ne vont pas soumettre ça. Je vais seulement demander à nos écouteurs, aux participants de ce webinaire, est-ce que vous donnerez votre travail avant la date d'échéance? Moi, je ne le fais certainement pas. Toi, Muriel? Ah non, pas moi non. Ah, donc, on a la maladie de Parkinson. Mais, c'est ça. Il y a un participant qui ne dit surtout pas.
Mais il disait aussi tantôt que l'estimation prudente, en fait, et c'est ce que tu es en train de démontrer, ça tend à surévaluer les budgets ou le temps aussi. Donc, c'est ça, c'est en incluant cette réserve, on a souvent la tendance de surévaluer. Donc, ça va mener automatiquement à une surévaluation. Et c'est peut-être pour ça aussi que parfois certains patrons vont essayer de mettre des délais plus serrés pour augmenter la productivité, dans le fond, dans nos projets. Parce que, puis oui, d'avoir peut-être justement avec des délais plus serrés, si on sait que de façon réaliste, on peut accomplir le travail plus rapidement, alors on va, quand on va faire nos échéanciers puis nos budgets, on va y aller de façon beaucoup plus serrée qu'on pourrait le faire si on met trop de réserves. 80%. Absolument. Comme patron, je pense qu'il ne faut pas accepter les estimations de 80%. Non, parce qu'on sait que c'est justement les gens qui vont attendre à la dernière minute. Puis là, c'est ce qui occasionne, comme tu disais dans ton exemple, si on attend à la dernière minute et qu'ensuite on commence le travail plus tard, bien là, il y a des risques qu'en fait, on déraille de notre échéance parce qu'on a attendu, puis il y a des circonstances qui sont hors de notre contrôle. Donc, c'est ça. Oui, tout à fait. Et regardez, je veux ça encore dramatiser davantage. On parle ici d'une distribution symétrique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire symétrique? Ça veut dire un dépassement de 10 vers un côté, c'est aussi probable qu'un dépassement de 10 ou un gain de 10 vers l'autre côté. Mais le monde n'est pas symétrique. Nous ne sommes pas normaux. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas normal, que le mode médiane et moyenne, que dans une distribution symétrique, tombaient tous dans le même endroit. Maintenant, ils se distancent un de l'autre. Et dans nos projets, je pense, on peut dire, on a toujours une asymétrie vers le négatif, vers un dépassement ou vers un dépassement de temps, un dépassement d'argent budgétaire. Il faut être conscient de cette situation. Donc, ça nous guide vers le quatrième problème. Est-ce que le mode est vraiment une bonne énoncée? Parce que vous voyez ici, vous prenez maintenant le même exemple que je fais avant, vous prenez le mode, vous ajoutez peut-être 20%, et quand même, votre valeur n'est pas représentative, ce n'est pas une estimation prudente. Et ce problème va un peu en contre de Parkinson. Ça veut dire, si vous êtes conscient que votre distribution est vraiment biaisée vers le négatif, faites un peu de mathématiques. ne tombez pas sur, ou ne commencez pas avec la valeur la plus souvent observée. Faites un peu de calcul pour comprendre où est ma moyenne, où est ma valeur normale, où est la valeur représentative. Donc, je pense que ce problème 3 et 4, on peut reprendre, soyez exigeants avec les estimations, peut-être pousser vos employés un peu vers le réalisme, mais soyez aussi conscients s'il y a des situations asymétriques et là, ajouter un peu de prudence, justement. Donc, ne pas chaque tâche est égale. Il y a des tâches qui sont très symétriques et il y a des autres qui sont très asymétriques. Vous voyez, ici, ça me tombe toujours dans la tête la distribution la plus asymétrique, c'est les tempêtes au Canada. Normalement, ça me prend 30 minutes d'aller de la maison au bureau, mais s'il y a tempête, ça peut prendre 3 heures, ça peut prendre 5 heures, n'est-ce pas? Donc, la valeur la plus souvent observée n'est pas une bonne estimée, c'est une bonne estimation. Bon, on a présenté 2 problèmes plutôt psychologiques et 2 problèmes un peu mathématiques. J'aimerais bien
que vous nous donnez vos astuces, vos expériences, comment vous évitez des dépassements ou comment vous assurez que les budgets et les échéanciers sont réalistes. Donc, j'invite, non, Muriel, brise la glace. Raconte-nous une histoire et après, peut-être quelqu'un d'autre va s'ajouter. OK. Alors, je vous explique ma petite histoire, je vous raconte. À un moment donné dans ma carrière, j'ai été chargée de mettre en place un système intégré de gestion de l'information financière, mieux connu sous le nom de CIGIP. Puis, c'était la première fois qu'on faisait ce type d'installation au gouvernement fédéral depuis les premières vagues. Donc, les dernières installations remontaient à 15-20 ans. Et moi, j'avais une vague idée là, de ce que pouvait être CIGIF, mais j'avais vraiment pas d'idée comment on faisait pour mettre ça en place. C'est quand même un gros système, ça implique beaucoup de différents éléments, beaucoup de gens impliqués. Ultimement, il était pour avoir 5000 usagers de ce système-là, donc ce n'est pas un petit système à mettre en place. Et j'ai pensé que peut-être je pourrais aller à la recherche de personnes dans d'autres ministères qui avaient déjà justement participé à ces mises en place-là il y avait 15 ou 20 ans. Et j'en ai trouvé. Donc, j'étais vraiment contente de voir que tout le monde n'était pas encore parti à la retraite. Et j'ai organisé des rencontres avec eux pour discuter de leur expérience parce que je me disais que avec le recul, peut-être qu'il y avait des choses qu'ils feraient différemment. Puis comme c'est un gros projet, habituellement, on se souvient justement des projets complexes sur lesquels on a travaillé. Donc, j'ai communiqué avec eux, on s'est rencontrés, on a discuté beaucoup et j'ai compris à travers leurs leçons apprises, certaines très bien documentées aussi, donc ils ont été en mesure de trouver leur calendrier, leurs estimés et les rapports de leçons apprises. Donc, ça nous a permis de monter un échéancier et des estimations de coûts qui étaient beaucoup plus près de la réalité que ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas eu cette expertise-là. Donc, pour moi, recueillir des informations basées sur le passé et les adapter en fonction de notre environnement, nos situations particulières ou les risques auxquels on prévoit faire face, c'est quelque chose qui était vraiment très, très important. Pour moi, ça serait comme une leçon apprise pour moi, c'est consulter, écouter et intégrer l'information que les gens partagent avec nous dans nos prévisions pour les échéanciers. Ça, tout à fait. Muriel, et ça m'inspire à raconter mon histoire qui est un peu contraire. J'ai l'impression que beaucoup de monde veut être beaucoup trop précis dans ses estimations. Ça m'arrive que dans un budget de 3 ans d'un projet, quelqu'un dit, OK, ça va me coûter 15 millions et 3 sous. Et on se demande toujours, mais de où trouve la personne 3 centimes? N'est-ce pas? La même chose dans le durée. Je mesure peut-être dans une Olympiade de la performance des sportifs dans des milliers de secondes, mais quand j'attends ma femme, je ne vais pas compter une minute. Je compte plutôt 15 minutes comme une unité de jugement. Donc souvent, je pense, on se sent forcé à une précision exagérée. Tu vois, ici, j'ai aussi un participant qui dit je travaille dans les projets d'infrastructure en RDC et RCA. L'incertitude dans les estimations est doublée par la situation sécuritaire au moment des travaux. Donc, eux, ils utilisent beaucoup les retours d'expérience des projets similaires antérieurs.
Puis, ils vont prendre aussi une certaine marge de manœuvre, donc normalement à peu près 10 pour les coûts, pour construire des estimés qui seraient plus près de la réalité, j'imagine. Donc, tu vois, ça aussi, c'est comprendre les précisions qu'on doit mettre en place pour non seulement l'expérience, mais aussi l'adapter, puis, comme tu viens de dire, s'ajuster aussi avec une certaine marge de manœuvre là, pour demeurer prudent, mais raisonnable. Réaliste. Oui. Est-ce qu'on a une autre intervention? Sinon, on va faire un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Non? OK. Donc seulement, si, corrigez-moi si je suis pas précis. Donc, utiliser le passé et l'expérience passée comme orientation, n'est-ce pas? Oui, pas du copier-coller, hein? Oui. On a dit intégrer une perception de la réalité, non? So, actualiser, finalement, numéro 1. Ne pas être plus précis que nécessaire. Oui, bien c'est ça. Ça revient à ce que tu disais, là. Il faut être par rapport aux chiffres, là. Pas essayer d'être trop précis. C'est un budget, c'est une estimation. Donc, une estimation, on ne calcule pas ça au centième près, là. Oui. Parfait. On a quelques pistes. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Sinon, on va donner notre grain-sel qu'on a préparé et c'est complètement complémentaire à ce qu'on a dit et ce qu'on a trouvé. Donc, pour nous, il y a quelques astuces et je pense le premier, obtenir l'aide et du soutien. On n'est pas des Superman, on ne peut pas savoir tout. Il y a beaucoup d'histoires dans la tête, malheureusement souvent dans la tête, comme Muriel dit, des employés qui quittent un jour, mais on devrait avoir aussi une mémoire institutionnelle, une documentation, quelque chose comme ça. On va revenir à ça. Battez-vous contre Parkinson. Donc, vaincre Parkinson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'acceptez pas chaque échéancier donné ou chaque suggestion d'un échéancier donné comme réel. Demandez beaucoup de questions. Pourquoi? C'est quoi ta base de réflexion? Et je pense qu'il y a aussi de plus en plus, il y a des incitatifs de livraison plus tôt, n'est-ce pas? Faites gagner la personne, le sous-traitant ou le contracteur quelque chose s'ils soumettent plus tôt. Donc, mettez-les sur votre côté dans sa motivation et ses intérêts. On a la troisième partie, ça c'est la distribution asymétrique. Soyez conscient s'il y a vraiment une grande différence ou une grande probabilité vers le négatif. Faites un peu de mathématiques. Ne vous satisfaisez pas avec des déclarations. Oui, c'était toujours comme ça. Parce que la mode de ce qu'on se rappelle n'est pas une bonne orientation. La quatrième pensée collective a peut-être besoin d'une petite explication. Vous voyez le premier dessin en haut, ça a l'air comme 3 cigarettes en ligne, mais en réalité, ça veut dire, ça c'est 3 tâches en séquence et chaque exécutant prend sa réserve. Donc, il gère sa propre réserve. Et souvent, vous ne le savez même pas. Cette idée de pensée collective, c'est plutôt pousser les gens
à peut-être à une exécution normale, 50%, 60%, mais agréger la réserve à la fin. Donc, ça, c'est le deuxième dessin. Donc, là, vous voyez, les trois, ils travaillent, ils ont des échéanciers très stricts, mais ils savent, dans le cas nécessaire, il y a une réserve, mais c'est pas à eux de le gérer. C'est au gestionnaire de leur octroyer une journée de plus et ce qu'ils nécessitent. La réserve est là, mais elle est collective. Et bon, le cinquième point, vu que si vous travaillez de plus en plus avec des échéanciers ou des budgets comprimés, il faut communiquer en permanence avec les gens, entre les sous-traitants, entre vos collègues. Il faut se mettre à jour, il faut savoir où ils sont. Donc, c'est souvent le suivi ou une simple communication. Et la documentation est très importante. Je sais que presque personne aime faire ça, moi non plus, mais à la fin d'un projet, faites un post-mortem. Écrivez le bon coup, le mauvais coup, créez cette fameuse mémoire institutionnelle. Elle vous aidera dans le futur. Elle vous aidera d'être plus réaliste, etc., etc. OK, on est presque arrivé à la fin, donc faisons la conclusion. Et j'ai trouvé une situation qui est très dure et très drôle, je voulais dire. Une conclusion est un endroit où vous êtes fatigué de penser, donc arrêtons de penser. Et pour résumer, je pense, des estimations ne sont pas à prendre à la légère. Prenez ça sérieusement. Faites vos recherches, faites vos analyses. Bon, sont exagérées parce qu'on peut aussi paralyser par l'analyse, n'est-ce pas? Mais faites vos devoirs avant de vous exprimer. Répondez pas à votre patron dans un ascenseur et combien on va avoir besoin pour ce budget pour ce projet de 3 ans. Et seulement pour lui plaire, vous dites 5 millions. Ça, c'est peut-être la pire situation. Et j'aimerais bien terminer avec une petite citation. La clé d'une bonne estimation, c'est vraiment collectionner l'information, avoir des données et les ajuster à la réalité selon son jugement. Muriel a dit que chaque estimation, c'est une estimation, c'est pas une valeur précise, mais ça devrait représenter le meilleur de votre réflexion, le plus réaliste de votre réflexion et n'est pas d'une estimation spontanée. Parfait, donc merci beaucoup. Pour moi, ça va. J'espère que la mathématique vous a pas trop ennuyé. Je ne sais pas de le présenter d'une autre manière. Muriel, tu veux terminer le séminaire? Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Je trouve que effectivement, moi j'aime beaucoup, ce que je retiens beaucoup, c'est la documentation et allons collectif avec nos réserves. Donc, au lieu de. Et souvent, comme Harold dit, c'est important de se rappeler qu'il va y avoir des estimés ou il va y avoir des réserves, des contingences d'imprévus. Et on ne va même pas s'en rendre compte. Donc, ça, c'est important de vraiment documenter d'où viennent les chiffres pour pouvoir les suivre aussi. Et donc, communiquer et documenter, même au fur et à mesure, pas seulement à la fin, parce que souvent, dans les longs projets, les leçons apprises, ils sont loin derrière si c'est quelque chose qui est arrivé au début. Donc, on peut documenter aussi au fur et à mesure, surtout que personne n'aime ça, faire cette documentation-là. Donc, autant essayer de la faire un petit peu à la fois. Et donc, c'est la participation des personnes en ligne ici nous a permis d'enrichir la conversation aussi. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Puis, Harold, je vais te laisser un petit peu parler. Oui, oui. Même si Jean-Michel a déjà fait une petite publicité, je veux seulement vous rappeler, donc, CTM International est là pour vous aider
peut-être remplir quelques lacunes ou recycler vos connaissances, améliorer votre approche professionnelle. Et on donne des séminaires dans les différentes sections, donc gestion de projet, passation de marché, etc., etc. On a nos centres, mais aussi, si vous avez une quantité qui vous voulez former sur place, donc on va vous visiter. Donc, n'hésitez pas à consulter le www.citim.com et on a hâte de vous voir. Moi, j'ai hâte de vous voir, surtout Muriel, si je suis certain. J'ai voyagé dernièrement, j'ai trouvé ça agréable. Donc, c'est très plaisant de retourner en face à face avec oui, tout à fait. les séminaires. Alors, au plaisir de se revoir bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.